Bienvenue frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos, la chaîne où nous revisitons l'histoire des plus grands stratèges et conquérants. Aujourd'hui, nous explorerons la vie de Flavius Bélisaire, le légendaire général de l'Empire byzantin. Grâce à son génie militaire et à sa loyauté inébranlable, permit à Justinien Ier de reconquérir les anciennes terres romaines, affrontant des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de l'Empire. Avant de plonger dans son histoire épique, laissez un like, commentez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Stratégos pour continuer à découvrir les esprits qui ont forgé des empires. La gloire n'est pas pour ceux qui attendent, mais pour ceux qui luttent pour elle. Commençons. Première partie, origine et premières années dans l'armée. L'année est 500 après Jésus-Christ. Le monde, tel que nous le connaissons, est en constante mutation. L'Empire romain, autrefois tout-puissant, s'est divisé, et sa moitié orientale, basée dans la resplendissante Constantinople, lutte pour maintenir sa gloire. Dans ce creuset de culture et de conflits, dans une région connue sous le nom de Thrace, naît un enfant destiné à la grandeur. Son nom, Flavius Bélisaire. Nous ne savons pas grand-chose de ses premières années, les détails se perdent dans la brume du temps. Mais nous savons qu'il provenait d'une famille de langue latine, peut-être avec des racines illyriennes ou thraces. Ce qui est clair, c'est que dès son jeune âge, Bélisaire sentit l'appel de la milice. Il entra dans l'armée de l'Empire romain d'Orient, non pas comme une simple recrue, mais comme membre de la garde personnelle de l'empereur Justin Ier. Dès le début, Bélisaire se montra différent. Ce n'était pas seulement son physique imposant, sa maîtrise de l'épée ou son habileté comme cavalier. C'était son intelligence, sa capacité à voir le champ de bataille comme un échiquier, à anticiper les mouvements de l'ennemi et à concevoir des stratégies qui défiaient les conventions. Bélisaire excella dans le domaine de la cavalerie, l'arme la plus puissante de l'époque. Mais il ne se contenta pas des tactiques traditionnelles. Il développa une nouvelle manière de combattre, une manière qui combinait la discipline de l'infanterie romaine avec la mobilité et la férocité des cavaliers barbares. Il entraîna ses hommes jusqu'à l'épuisement, leur inculquant une loyauté inébranlable et une confiance aveugle en son leadership. L'année 527 marque un tournant dans la vie de Bélisaire. Justin Ier et son neveu, Justinien, monte sur le trône impérial. Justinien était un homme ambitieux, avec une vision grandiose de l'avenir de Rome. Il voulait restaurer l'Empire à son ancienne gloire, reconquérir les territoires perdus et unifier le monde sous son règne. Et pour y parvenir, il avait besoin d'un général exceptionnel. Bélisaire, âgé d'un peu plus de 20 ans, s'était déjà forgé une réputation d'officier prometteur. Justinien, un homme qui savait reconnaître le talent, vit en lui quelque chose de plus, un génie militaire en devenir. Il le nomma commandant de la frontière orientale, l'une des zones les plus dangereuses et les plus volatiles de l'Empire, constamment menacée par le puissant empire sassanide de Perse. La relation entre Justinien et Bélisaire était complexe. C'était un mélange de respect mutuel, de confiance et peut-être d'une pointe de méfiance. Justinien savait qu'il avait besoin de Bélisaire, mais il était aussi conscient du pouvoir que cumulait un général victorieux. Bélisaire, pour sa part, était loyal à l'empereur, mais il avait aussi sa propre ambition et son propre sens de la justice. La première grande épreuve pour Bélisaire arriva bientôt. En l'année 530, les Perses, sous le commandement du roi Cavade Ier, lancèrent une grande offensive contre le territoire romain. Ils franchirent la frontière avec une armée imposante, déterminée à écraser les forces impériales et à conquérir la ville stratégique de Dara. Bélisaire, surpassé en nombre, se trouva face à un dilemme. Il pouvait se retirer, céder du terrain et attendre des renforts, ou il pouvait faire face, risquer le tout pour le tout dans une bataille décisive. Il choisit la seconde option. Dans les plaines de Dara, Bélisaire déploya ses troupes avec maestria. Il utilisa le terrain à son avantage, cacha ses cavaliers sur les flancs et prépara une série de pièges et de fortifications. Lorsque les Perses attaquèrent, confiants en leur supériorité numérique, ils se heurtèrent à une résistance féroce et inattendue. La bataille fut brutale, un choc de titans qui dura des heures. Mais la stratégie de Bélisaire, combinée à la bravoure et à la discipline de ses hommes, déjoua complètement l'attaque perse. Les Sassanides subirent une défaite écrasante, perdant des milliers d'hommes et plusieurs de leurs meilleurs généraux. Bélisaire, âgé d'à peine 25 ans, s'était couvert de gloire. La victoire à Dara résonna dans tout l'Empire.
Bélisaire fut acclamé comme un héros, le sauveur de l'Orient. Justinien, satisfait et soulagé, le combla d'honneur et de récompenses. Mais la guerre avec la Perse était loin d'être terminée. Les années suivantes furent une succession de campagnes et d'escarmouches. Bélisaire, à la tête d'une armée de plus en plus expérimentée et loyale, remporta de nouvelles victoires, consolidant la frontière orientale et tenant en respect les Perses. Sa renommée grandissait à chaque bataille et son nom devint synonyme d'astuce, de bravoure et de loyauté. Mais commencèrent aussi à apparaître les premières ombres, les premiers signes de méfiance et d'envie à la cour impériale. En l'an 532, Justinien et le nouveau roi perse, Khosro Ier, signèrent la paix éternelle. C'était un traité ambitieux, qui cherchait à mettre fin à des décennies de conflits et à établir une coexistence pacifique entre les deux empires. En échange d'un considérable tribut annuel, Rome récupérait le contrôle de plusieurs places fortes et assurait la stabilité à la frontière orientale. Pour Bélisaire, la paix éternelle fut un moment doux amer. D'un côté, cela signifiait la fin de la guerre, l'occasion de se reposer et de jouir des fruits de ses victoires. Mais de l'autre, cela impliquait aussi un changement de décor. Il ne serait plus le général en chef sur le front, le héros acclamé par ses troupes. Son avenir, désormais, était entre les mains de l'empereur. Et Justinien avait de nouveaux plans pour lui. Des plans qui le mèneraient à traverser la mer, à affronter de nouveaux ennemis et à conquérir de nouvelles terres. Des plans qui mettraient à l'épreuve, une fois de plus, son génie militaire et sa loyauté inébranlable. Mais cela, c'est une autre histoire. Une histoire de conquête, de trahison, de gloire et de chute. Une histoire qui reste à écrire dans les pages du temps. La légende de Flavius Bélisaire n'est pas terminée. Seconde partie, la guerre des Vandales et la conquête de l'Afrique du Nord. L'an 533 après Jésus-Christ, la paix éternelle avec la Perse a donné un répit à l'Empire byzantin. Mais Justinien, empereur aux ambitions illimitées, ne se contente pas de la paix à l'Est. Ses yeux se tournent vers l'Ouest, vers les anciennes provinces romaines d'Afrique, perdues aux mains des Vandales près d'un siècle auparavant. Le nord de l'Afrique, autrefois le grenier de Rome, se trouve maintenant sous le joug d'un royaume germanique, affaibli par les luttes intestines et l'hérésie arienne. Les Vandales, autrefois féroces guerriers, ont perdu leur vigueur. Leur roi, Gélimir, est un usurpateur impopulaire, haï par la population locale, majoritairement catholique et loyale à l'Empire. Justinien voit une occasion en or. Reconquérir l'Afrique ne restaurerait pas seulement le prestige de Rome et assurerait l'approvisionnement en grains de Constantinople, mais enverrait aussi un message clair au monde. L'Empire byzantin est de retour, plus fort que jamais. Et pour cette entreprise cruciale, il n'y a qu'un homme en qui il a confiance, Flavius Bélisaire. Bélisaire, de retour de ses victoires en Perse, est le général le plus populaire et le plus respecté de l'Empire. Son nom inspire la crainte chez les ennemis et l'espoir chez les alliés. Mais la tâche qui l'attend est monumentale. Les Vandales, malgré leur décadence, restent un ennemi redoutable, disposant d'une puissante cavalerie et d'une flotte qui contrôle la Méditerranée occidentale. Avec une minutie caractéristique, Bélisaire prépare l'expédition. Il rassemble une force relativement petite, à peine 15 000 hommes, mais hautement entraînés et loyaux. Sa flotte, composée de 92 dromons, navires de guerre byzantins et de 500 transports, est une merveille de l'ingénierie navale de l'époque. À l'été de 533, la flotte lève l'ancre de Constantinople. Le voyage est long et périlleux, mais la discipline et l'expérience de Bélisaire maintiennent la flotte unie. Après plusieurs semaines de navigation, ils arrivent sur la côte africaine, près de Kaput-Vada, actuelle Ras Kaboudia, en Tunisie, loin de Carthage, la capitale vandale. Le débarquement est un succès. Les Vandales, pris au dépourvu, n'offrent aucune résistance. Bélisaire, conscient de l'importance de gagner la faveur de la population locale, interdit strictement le sac et le pillage. Ses troupes se comportent avec une discipline exemplaire, respectant les propriétés et les vies des civils. Gélmer, informé du débarquement, commet une erreur fatale. Au lieu de concentrer ses forces et d'affronter Bélisaire dans une bataille rangée, il divise son armée. Il envoie son frère Amatas à Carthage pour préparer la défense, tandis que lui-même, avec le gros de ses troupes, marche vers l'intérieur pour réprimer une rébellion locale.
Bélisaire saisit l'opportunité. Il avance rapidement vers Carthage, suivant l'ancienne voie romaine. Le 13 septembre, à environ 10 000 de la ville Ad Decimum, il rencontre l'armée d'Amatas. La bataille d'Ad Decimum est un parfait exemple du génie tactique de Bélisaire. Malgré son infériorité numérique, il utilise le terrain à son avantage, déploie ses troupes avec maestria et lance une attaque surprise qui défait complètement les Vandales. Amatas meurt au combat et son armée se disperse en déroute. La nouvelle de la défaite parvient à Gélamère, qui retourne précipitamment à Carthage. Mais il est déjà trop tard. Bélisaire, implacable, a continué d'avancer et est aux portes de la ville. Le 15 septembre, Carthage, l'ancienne capitale de la province romaine d'Afrique, tombe aux mains des Byzantins sans presque aucune résistance. Gélamère, cependant, ne se rend pas. Il se retire à l'intérieur des terres, rassemble ses forces restantes et recherche le soutien des tribus berbères locales. En décembre, il affronte à nouveau Bélisaire à la bataille de Tricamarum, à environ 30 000 à l'ouest de Carthage. Cette fois, Gélamère dispose d'une supériorité numérique considérable, mais Bélisaire, une fois de plus, démontre sa maîtrise sur le champ de bataille. Avec une combinaison d'astuce, de discipline et de courage, il inflige une défaite écrasante aux Vandales. L'armée de Gélamère est détruite et lui-même est contraint de fuir et de se réfugier dans les montagnes. La prise de Carthage et la victoire à Tricamarum marquent la fin du royaume vandale. En quelques mois, Bélisaire a accompli ce qui semblait impossible, reconquérir une province entière avec une armée relativement petite. Sa rapidité, son audace et sa capacité à gagner le soutien de la population locale ont été la clé de son succès. Gélamère, abandonné par ses alliés et harcelé par les troupes byzantines, finit par se rendre au printemps de 534. Il est emmené à Constantinople avec le trésor royal vandale et de nombreux prisonniers. Le retour de Bélisaire dans la capitale impériale est apothéose. Justinien, exultant, lui accorde l'honneur d'un triomphe, le premier célébré à Constantinople depuis des siècles. Bélisaire défile dans les rues de la ville, acclamé par la foule comme un héros, le sauveur de l'Afrique. Le triomphe de Bélisaire est un spectacle grandiose, une démonstration du pouvoir et de la gloire de l'Empire byzantin. Sont exposés les trésors capturés, les prisonniers vandales, et même Gélimée lui-même, humilié et enchaîné. Mais Bélisaire, malgré les flatteries et les honneurs, conserve son sang-froid. Il sait que son succès est dû autant à la chance qu'à son habileté, et que la fortune peut changer à tout moment. La conquête de l'Afrique est un jalon dans l'histoire de l'Empire byzantin. Elle marque le début d'une nouvelle ère d'expansion et de consolidation, un renouveau du pouvoir romain en Méditerranée. Et Bélisaire, le général qui l'a rendu possible, s'est acquis une place parmi les plus grands commandants de l'histoire. Son nom sera rappelé par les générations comme symbole de loyauté, de bravoure et de génie militaire. Mais son histoire ne s'arrête pas là, ceci n'est qu'une autre victoire qui accroît sa légende. Troisième partie, la guerre gothique et la conquête de l'Italie. L'année est 535 après Jésus-Christ. Bélisaire, après son retour triomphal d'Afrique, se trouve au sommet de sa gloire. Il a restauré une province entière à l'Empire byzantin, il a humilié les Vandales et il a été acclamé comme un héros à Constantinople. Mais pour Justinien, l'empereur qui ne repose jamais, ce n'est que le commencement. Son ambition ne connaît pas de limite et son regard se fixe désormais sur un nouvel objectif, l'Italie. La péninsule italienne, berceau de l'Empire romain, est sous la domination des Ostrogoths, un autre royaume germanique. Bien qu'initialement ils aient entretenu des relations amicales avec Constantinople, la situation a changé. La reine Amalasunthe, favorable à l'Empire, a été assassinée, et le nouveau roi, Théodat, est faible et indécis. Justinien voit une occasion parfaite d'intervenir. Pour Bélisaire, la nouvelle mission est un défi encore plus grand que la conquête de l'Afrique. L'Italie est un territoire beaucoup plus vaste et peuplé, avec des villes fortifiées, et une armée ostrogoth expérimentée et bien équipée. De plus, la population locale, bien que majoritairement catholique, est divisée dans sa loyauté. Certains aspirent au retour de l'Empire, tandis que d'autres craignent les représailles des Goths. La campagne commence par l'invasion de la Sicile, l'île stratégique qui contrôle le passage entre la Méditerranée orientale et occidentale.
Bélisaire, avec sa rapidité et son efficacité habituelle, conquiert l'île en quelques mois. Les Ostrogoths, surpris par la vitesse de l'attaque, offrent à peine de résistance. Depuis la Sicile, Bélisaire traverse le détroit de Messine et débarque dans la péninsule italienne. L'avancée initiale est rapide. Plusieurs villes du sud, comme Naples et Reggio, ouvrent leurs portes à l'armée byzantine. Mais la résistance ostrogoth se durcit à mesure que Bélisaire s'approche de Rome. Théoda, incapable de faire face à la menace, est déposé et assassiné par son propre peuple. Le nouveau roi, Vitige, est un guerrier expérimenté et décidé à défendre son royaume. Il rassemble une grande armée et se prépare à affronter Bélisaire dans une bataille décisive. Mais Bélisaire, fidèle à son style, évite l'affrontement direct. Il sait qu'il est en infériorité numérique et qu'une défaite pourrait signifier la fin de la campagne. Au lieu de risquer tout dans une bataille rangée, il décide de se réfugier à Rome, la ville éternelle, le symbole du pouvoir impérial. En mars 537, Vitige, à la tête d'une armée beaucoup plus importante, assiège Rome. Commence ainsi l'un des sièges les plus épiques de l'histoire, un affrontement qui durera plus d'1 an et mettra à l'épreuve la résistance et l'ingéniosité de Bélisaire. Les Ostrogoths attaquent les murailles de la ville de toute leur force, utilisant des tours de siège, des catapultes et des béliers. Bélisaire, avec une garnison beaucoup plus petite, organise une défense héroïque. Il répare les murailles, construit de nouvelles fortifications, organise la population civile et lance d'audacieux contre-attaques qui démoralisent l'ennemi. Le siège est brutal, la faim et les maladies se répandent dans la ville, et la population civile souffre terriblement. Mais Bélisaire, avec son charisme et sa détermination, maintient le moral élevé de ses troupes et des citoyens. Il devient l'âme de la résistance, le symbole de l'espoir. Finalement, après plus d'1 an de siège, Vitige est contraint de lever le siège. L'arrivée de renforts byzantins, combinée à la pénurie de provisions et aux maladies dans le camp ostrogoth, rend la situation intenable. Bélisaire a accompli l'impossible, il a défendu Rome contre un ennemi bien supérieur. La victoire à Rome est un tournant dans la guerre. Bélisaire, renforcé par de nouvelles troupes, passe à l'offensive. Il poursuit Vitige vers le nord, conquérant des villes et défaisant les Ostrogoths dans plusieurs batailles. Sa réputation d'invincibilité grandit à chaque victoire et son nom devient une légende. En l'année 540, Bélisaire assiège Ravenne, la capitale ostrogothique. La ville, fortement fortifiée et défendue par Vitige et ses meilleures troupes, semble imprenable. Mais Bélisaire, avec son astuce habituelle, réussit à introduire un petit groupe de soldats à l'intérieur de la ville, qui ouvre les portes au reste de l'armée. Ravenne tombe et Vitige est capturé. La guerre en Italie semble terminée. Bélisaire a accompli, une fois de plus, une victoire incroyable. Il a reconquis l'Italie pour l'Empire, il a défait un ennemi puissant et il a ajouté un nouveau chapitre à sa légende. Mais à Constantinople, la situation a changé. Justinien, bien que satisfait de la victoire, commence à voir Bélisaire avec méfiance. La gloire et le pouvoir du général, sa popularité parmi les troupes et la population suscitent l'envie et la méfiance de l'empereur. Les courtisans, jaloux de la gloire de Bélisaire, intriguent contre lui, semant le doute dans l'esprit de Justinien. Ils accusent le général d'ambition démesurée, de comploter pour usurper le trône, de négocier secrètement avec les Goths. Justinien, influencé par ces accusations, ordonne à Bélisaire de retourner à Constantinople. Il ne lui accorde pas un nouveau triomphe, comme celui qu'il a reçu après la conquête de l'Afrique. Il ne lui offre ni nouvelles récompenses, ni honneur. En revanche, il le tient éloigné du pouvoir, relégué au second plan. Le retour de Bélisaire dans la capitale est un contraste amer avec son départ triomphal d'années auparavant. Bien que la foule l'acclame comme un héros, l'empereur le reçoit avec froideur. Bélisaire, loyal jusqu'au bout, accepte son destin avec résignation. Il sait que la politique de la cour est aussi dangereuse que le champ de bataille et que l'envie et la méfiance peuvent être plus létales que les épées ennemies. Le manque de reconnaissance est une injustice flagrante. Bélisaire a servi son empereur avec loyauté et efficacité, il a étendu les frontières de l'Empire et il a ajouté de nouvelles gloires à son nom. Mais au lieu de gratitude, il reçoit des soupçons et du mépris. Malgré cela, Bélisaire est conscient que sa légende est forgée pour l'éternité
et que l'histoire rendra justice à son nom. Quatrième partie, rébellion, rivalité et la seconde campagne en Italie. Les années qui suivent le retour de Bélisaire d'Italie sont un mélange de frustration et d'amertume. Le général le plus brillant de l'Empire byzantin, l'homme qui a reconquis l'Afrique et l'Italie, se trouve relégué au second plan, victime de la méfiance et de l'envie de Justinien. Mais la paix à la cour est une illusion. De nouvelles menaces surgissent aux frontières de l'Empire, et une fois de plus, le nom de Bélisaire résonne comme le seul espoir. En l'année 540, la paix éternelle avec la Perse est rompue. Le roi Khosrow Ier, ambitieux et rusé, voit l'occasion de frapper l'Empire alors qu'il est affaibli par les guerres en Occident. Il envahit la Syrie, une des provinces les plus riches et stratégiques de Byzance, pillant les villes et semant la terreur. Justinien, alarmé, est contraint de faire de nouveaux appels à Bélisaire. Il lui confie la défense de l'Orient, mais lui refuse les ressources nécessaires. L'armée qui lui est fournie est réduite, mal équipée et composée en grande partie de recrues inexpérimentés. Bélisaire, malgré ses limitations, fait ce qu'il peut. Il utilise son ingéniosité et son expérience pour harceler l'ennemi, éviter l'affrontement direct et protéger les villes clés. Mais il ne peut empêcher Khosroès de conquérir et de saccager Antioche, la troisième plus grande ville de l'Empire, un coup dévastateur pour le prestige byzantin. La campagne en Syrie est un échec pour Bélisaire. Il ne parvient pas à arrêter l'avancée perse et sa réputation subit un dur coup. Mais la faute n'est pas la sienne. Il a combattu avec courage et astuce, mais sans les moyens adéquats, même le meilleur général est condamné à la défaite. Pendant que Bélisaire lutte en Orient, la situation en Italie se détériore rapidement. Le départ du général a laissé un vide de pouvoir que les Ostrogoths profitent pour se regrouper et contre-attaquer. Un nouveau roi, Totila, émerge comme un leader charismatique et capable, décidé à récupérer le royaume perdu. En l'an 545, Totila a reconquis une grande partie de l'Italie et menace Rome. La ville, une fois de plus, se trouve au bord du désastre. Justinien, pressé par la crise, est contraint de prendre une décision difficile. En l'an 546, Bélisaire, malgré ses échecs en Syrie, est envoyé de nouveau en Italie. C'est une mission presque suicidaire. L'Empire, épuisé par les guerres et la peste, peut à peine lui fournir des troupes et des provisions. Bélisaire arrive en Italie avec une armée minuscule, faisant face à un ennemi beaucoup plus nombreux et enhardi. Malgré les difficultés, Bélisaire ne se rend pas. Avec son ingéniosité et sa détermination habituelle, il parvient à atteindre Rome et à organiser la défense de la ville. Mais Totila, avec une armée très supérieure, met le siège à la ville et la soumet à un siège brutal. La seconde défense de Rome est encore plus désespérée que la première. La ville est épuisée, la population affamée et les troupes démoralisées. Bélisaire, avec ses maigres forces, fait des miracles pour maintenir la résistance, mais la situation est intenable. Finalement, en décembre 546, Totila parvient à entrer dans Rome. La ville est saccagée et une grande partie de la population est massacrée ou déportée. Bélisaire, avec les restes de son armée, est contraint de se retirer. C'est une défaite amère, un nouveau coup porté à son prestige et à son moral. Les années suivantes sont une succession de campagnes et d'escarmouches. Bélisaire, avec ses maigres ressources, tente de contenir l'avancée de Totila, mais il ne parvient pas à obtenir de victoire décisive. La guerre en Italie devient un conflit épuisant et sans espoir. En l'an 548, Justinien, las de la situation et pressé par la cour, ordonne à Bélisaire de retourner à Constantinople. C'est la fin de sa seconde campagne en Italie, un échec retentissant qui marque le déclin de sa carrière militaire. Bélisaire revient dans la capitale, comme une ombre de ce qu'il était. Il a perdu la confiance de l'empereur, sa réputation est ternie et sa santé s'est détériorée. Il se retire de la vie publique, résigné à son destin. Mais le destin, capricieux comme toujours, lui réserve une dernière chance de gloire. En l'an 559, une horde de Bulgares et de Slaves, profitant de la faiblesse de l'Empire, traverse le Danube et menace Constantinople. La ville, mal défendue et plongée dans la panique, semble condamnée. Justinien, désespéré, fait une fois de plus appel au vieux général. Bélisaire, malgré son âge et ses infirmités,
accepte le défi. Avec les maigres ressources qui lui restent, il organise la défense de la ville, recrute des vétérans et des civils, et prépare une stratégie audacieuse. Aux portes de Constantinople, Bélisaire affronte les envahisseurs. Par une combinaison d'astuces, d'expérience et de bravoure, il remporte une victoire surprenante. Les Bulgares et les Slaves sont défaits et contraints à la retraite, sauvant ainsi la cité de la destruction. La victoire de Bélisaire est un rayon d'espoir au milieu des ténèbres. C'est son dernier grand exploit, le chant du cygne d'un guerrier légendaire. Bien qu'il ne recouvre pas les faveurs de l'empereur, son nom est de nouveau acclamé par le peuple qui le célèbre comme le sauveur de Constantinople. La légende est restaurée à jamais. 5e partie, chute en disgrâce, jugement et héritage. Les dernières années de la vie de Bélisaire sont enveloppées d'un halo de mystère et de controverses. Après sa dernière victoire contre les Bulgares, le vieux général se retire de la vie publique, savourant un repos mérité après des décennies de service à l'Empire. Mais la paix, une fois de plus, lui échappera. En l'année 562, un épisode sombre secoue la cour de Constantinople. Une conspiration contre Justinien est découverte, et plusieurs noms importants sont impliqués. À la surprise et à la consternation de beaucoup, parmi les accusés se trouve Bélisaire lui-même. Les accusations sont graves. Il est accusé d'avoir participé au complot, d'avoir planifié l'assassinat de l'empereur et d'avoir aspiré à usurper le trône. Les preuves, cependant, sont maigres et circonstancielles. Elles reposent principalement sur les témoignages de témoins peu fiables et sur des interprétations biaisées de ses actions passées. Malgré le manque de preuves solides, Justinien, toujours méfiant et susceptible aux intrigues palatiales, ordonne l'arrestation de Bélisaire. Le général, qui a servi loyalement l'Empire toute sa vie, est emprisonné dans sa propre maison, soumis à un interrogatoire humiliant et dépouillé de ses honneurs et de ses biens. Le procès de Bélisaire est un événement qui bouleverse la société byzantine. Le héros d'Afrique et d'Italie, le sauveur de Constantinople, est traité comme un vulgaire criminel. L'opinion publique est divisée, certains croient à sa culpabilité, influencés par la propagande officielle, tandis que d'autres défendent son innocence, se souvenant de ses exploits et de sa loyauté indéfectible. Le procès est long et tortueux. Les accusateurs présentent des preuves faibles et contradictoires. On dit que la défense de Bélisaire, limitée par les circonstances, repose principalement sur son glorieux passé et sur son caractère irréprochable. Finalement, après plusieurs mois d'incertitude, Justinien émet son verdict. Bélisaire est déclaré coupable, mais n'est pas condamné à mort. L'empereur peut être conscient de l'injustice qu'il commet, ou peut-être craignant la réaction populaire, commute sa peine en une amende considérable et en une assignation à résidence. Peu de temps après, en l'année 563, Justinien reconsidère sa décision. Les preuves contre Bélisaire sont trop faibles, et la pression de ses partisans, y compris son épouse Antonina, une femme influente et proche de l'impératrice Théodora, fait effet. Bélisaire est réhabilité. Ses honneurs, ses biens et sa liberté lui sont rendus. Mais le mal est fait. Le général, humilié et discrédité, se retire définitivement de la vie publique. Il passe les dernières années de son existence dans sa villa de Constantinople, loin de la cour et des intrigues palatiales. C'est ici que l'histoire se mêle à la légende. Une histoire, popularisée des siècles plus tard par le moine Théophane le Confesseur, affirme que Bélisaire fut aveuglé sur ordre de Justinien et réduit à la mendicité, contraint de mendier dans les rues de Constantinople. Cette image de Bélisaire, aveugle et pauvre, errant dans la ville qu'il a autrefois sauvée, est devenue un thème récurrent dans l'art et la littérature médiévale. C'est une histoire poignante qui fait appel au sens de la justice et à la compassion humaine. Mais est-elle vraie? La plupart des historiens modernes considèrent cette histoire comme un mythe, une invention postérieure qui ne repose sur aucune source contemporaine fiable. Il n'y a aucune preuve que Bélisaire ait été aveuglé ou dépouillé de ses biens. En fait, nous savons qu'il est mort chez lui, entouré de sa famille et conservant son statut social. La légende de l'aveuglement et de la pauvreté de Bélisaire, cependant, révèle quelque chose d'important sur sa figure. C'est un reflet de l'injustice qu'il a subie dans ces dernières années, de l'ingratitude d'un empereur qu'il a servi avec tant de loyauté et d'efficacité.
c'est une manière d'exprimer le mécontentement populaire envers la politique de Justinien, un empereur qui, malgré ses réussites, fut souvent despotique et méfiant. Bélisaire meurt en mars de 565, quelques mois avant Justinien lui-même. Sa mort marque la fin d'une ère, le crépuscule de l'ancienne grandeur romaine. Avec lui disparaît le dernier des grands généraux de la tradition classique, un homme qui combina le génie militaire à la loyauté envers l'État, la bravoure sur le champ de bataille à l'astuce politique. Son héritage, cependant, perdure. Bélisaire est rappelé comme l'un des plus grands commandants de l'histoire, un homme qui a étendu les frontières de l'Empire byzantin, qui a défendu ses villes et qui a incarné les idéaux de la vertu romaine. Son histoire, réelle et légendaire, continue de fasciner des générations, inspirant des œuvres d'art, de littérature et bien sûr, des vidéos YouTube comme celle-ci. Il est le dernier grand héros de Rome renaissante à Byzance. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon like, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, et partagez la vidéo pour atteindre plus de monde et que ce projet puisse continuer à grandir. À bientôt frères d'armes.